Dans la prison la plus sûre du pays, un homme condamné à tort trouve un allié improbable, le chien de thérapie du directeur. Ce qui commence comme une amitié calculée se transforme en la plus ingénieuse des conspirations. Utilisant l'animal comme un messager silencieux, il va coordonner une évasion pièce par pièce, sous le nez de ses geôliers. C'est une histoire de patience, d'ingéniosité et du lien extraordinaire entre un homme et un animal. Si vous aimez les récits d'évasion où l'esprit est la seule clé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde de Luc Moreau s'était effondré le jour où le marteau du juge s'était abattu, le condamnant à 20 ans de réclusion pour un crime d'ingénierie qu'il n'avait pas commis. Autrefois, il était un architecte de pont, un homme dont l'esprit voyait le monde en termes de charge, de tension et de points de rupture. Il construisait des structures conçues pour durer des siècles. Aujourd'hui, il était lui-même une structure, emmurée dans la forteresse de Valombre, une prison de haute sécurité dont les murs étaient conçus pour ne jamais céder. Les premières années furent une lente érosion de l'âme. La routine de la prison était une machine conçue pour broyer l'individualité. Le réveil brutal avant l'aube, le bruit assourdissant des portes métalliques, l'odeur de désinfectant et de désespoir, les journées passées dans l'atelier à fabriquer des meubles de bureau, un travail abrutissant qui était l'antithèse de son art créatif. Il s'était replié sur lui-même, un homme silencieux et observateur, son visage un masque d'impassibilité. Il ne se plaignait pas, ne se battait pas, ne se liait d'amitié avec personne. Il observait. Il analysait. Il cherchait des failles. Non pas par espoir, au début, mais par habitude. Son esprit d'ingénieur ne pouvait s'empêcher de déconstruire son environnement, d'en évaluer les forces et les faiblesses. Il nota la manière dont les gardiens, malgré leur professionnalisme, tombaient dans des routines prévisibles. Il étudia l'architecture de la prison, les angles morts des caméras, la composition du béton. C'était un exercice purement intellectuel, une manière de garder son esprit en vie. C'est au cours de sa 3e année d'incarcération que Charlie arriva. Le directeur de la prison, un homme nommé Monsieur Dubois, était un administrateur à la poigne de fer mais qui se piquait d'avoir des idées progressistes sur la réhabilitation. L'une de ses idées fut d'introduire un chien de thérapie dans la prison. Charlie était un golden retriever d'une bonté et d'une patience infinie, un rayon de soleil dans ce monde de grisaille. Le chien appartenait au directeur lui-même et passait ses journées à errer dans les couloirs et les cours de la prison, accompagné de son maître, offrant une présence apaisante et non jugeante aux détenus. L'effet fut immédiat. Des hommes endurcis, qui n'avaient pas montré la moindre émotion depuis des années, fondaient devant la simple présence du chien. Ils le caressaient, lui parlaient, lui confiaient des secrets qu'ils n'auraient jamais avoués à un humain. Charlie devint une sorte de confesseur à 4 pattes, un symbole d'une innocence perdue. Luc, au début, observa cette nouvelle variable avec un détachement clinique. Il voyait l'effet du chien sur les autres, mais il ne ressentait rien. Pour lui, Charlie n'était qu'un autre élément du système, un outil de gestion psychologique utilisé par l'administration pour maintenir le calme. Mais il ne pouvait s'empêcher de l'observer. Il remarqua la routine du chien. Il arrivait chaque matin avec le directeur, passait la journée dans la prison, et repartait chaque soir avec lui, retournant à la maison du directeur, une petite villa située juste à l'extérieur des murs d'enceinte. Il remarqua le harnais en cuir que le chien portait, un harnais de service avec de petites poches et des boucles. Il remarqua la confiance absolue que le directeur et les gardiens accordaient à l'animal. Personne ne fouillait jamais le chien. Personne ne vérifiait jamais son harnais. Il était au-dessus de tout soupçon. Une idée, une étincelle folle et improbable, commença à se former dans l'esprit de Luc. Ce chien n'était pas seulement un outil de thérapie. C'était un pont. Un pont vivant, mobile et insoupçonnable entre l'intérieur et l'extérieur de la prison. C'était une faille dans le système. Une faille de sécurité ambulante, couverte de poils dorés et dotée d'une queue qui remuait joyeusement. Il ne voyait plus un chien. Il voyait un mécanisme de transport. Et il allait l'utiliser. Le plan de Luc était d'une simplicité et d'une audace extrême. Il allait transformer le chien du directeur en son messager personnel. Mais pour cela, il devait d'abord accomplir la partie la plus difficile, gagner la confiance absolue de l'animal, et le faire d'une manière qui semblerait naturelle et non calculée aux yeux de ses geôliers. Il commença sa campagne de séduction avec la patience d'un ingénieur construisant un pont, une pièce à la fois. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement se précipiter vers le chien et le couvrir d'affection. Cela aurait été suspect, contraire à sa nature réservée. Il devait laisser le chien venir à lui. Il commença par une phase d'observation passive. Lorsque Charlie entrait dans la cour de promenade, Luc ne bougeait pas. Il restait assis sur son banc habituel, lisant un livre, mais il observait le chien du coin de l'œil. Il étudiait son comportement, ses interactions avec les autres détenus. Il nota que Charlie était particulièrement attiré par les hommes calmes, ceux qui ne le forçaient pas au contact. Après plusieurs jours de cette observation,
il passa à la phase suivante. Il commença à garder une petite partie de son repas, un morceau de pain ou de viande, qu'il cachait dans sa poche. Lorsque Charlie passait près de lui, il laissait tomber accidentellement le morceau de nourriture sur le sol, à quelques mètres de lui, sans regarder le chien, comme s'il ne l'avait pas fait exprès. Charlie, attiré par l'odeur, venait manger la friandise, puis repartait. Luke répéta ce rituel pendant des semaines. Le chien commença à associer sa présence à une récompense inattendue. L'étape suivante fut le contact. Un jour, alors que Charlie s'approchait pour chercher sa friandise habituelle, Luke tendit lentement la main, paume ouverte, et la laissa immobile. Le chien hésita, puis s'approcha et renifla sa main. Luke ne bougea pas. Il laissa le chien prendre la décision. Finalement, Charlie donna un petit coup de langue sur sa paume. C'était le premier contact. À partir de ce jour, leur relation se développa lentement. Luke commença à caresser le chien, doucement, derrière les oreilles, exactement à l'endroit qu'il avait remarqué être son préféré. Il ne parlait pas beaucoup, juste quelques mots doux, murmurés. Pour les observateurs extérieurs, c'était une scène touchante. Le prisonnier solitaire et endurci qui s'ouvrait enfin, trouvant du réconfort dans la compagnie d'un animal. Le directeur Dubois, en particulier, était ravi. Il voyait dans cette amitié la preuve du succès de son programme de thérapie canine. Il commença à voir Luke d'un autre œil, non plus comme un cas désespéré, mais comme un exemple de réhabilitation possible. Il encouragea même l'interaction, laissant parfois Charlie sans laisse dans la cour, sachant qu'il irait instinctivement vers Luke. Mais sous cette amitié apparente se cachait une analyse constante. Luke n'était pas seulement en train de caresser un chien. Il était en train d'étudier son harnais. Il mémorisait chaque boucle, chaque sangle, chaque couture. Il cherchait des failles, des endroits où il pourrait cacher quelque chose. Il remarqua une petite poche intérieure, juste sous le poitrail du chien, une poche conçue pour contenir les papiers d'identité de l'animal, mais qui était toujours vide. Il s'entraîna, lors de leur séance de caresses, à glisser ses doigts dans cette poche, de manière naturelle, pour habituer le chien à ce contact. Parallèlement, il devait identifier son complice à l'extérieur. C'était la partie la plus risquée. Il n'avait aucun contact avec le monde extérieur. Il commença à observer le personnel civil de la prison, ceux qui n'étaient pas des gardiens. Il y avait les cuisiniers, les bibliothécaires, les techniciens de maintenance. Et il y avait les employés des chenils. La prison avait un petit chenil pour les chiens de garde, et le directeur y laissait souvent Charlie pendant ses réunions. Les chenils étaient gérés par une entreprise privée. Il remarqua une jeune femme, une nouvelle employée, qui semblait différente des autres. Elle était silencieuse, effacée, et semblait mal à l'aise dans l'environnement carcéral. Il apprit son nom, Sophie. Il commença à rassembler des informations sur elle, écoutant les conversations des gardiens. Il apprit qu'elle était la nièce d'un de ses anciens collègues, un ingénieur qui avait toujours cru en son innocence. C'était une piste. Une piste incroyablement fragile, mais la seule qu'il avait. Il devait maintenant trouver un moyen de la contacter, de lui faire passer un premier message, un test pour voir si elle était prête à l'aider. Et ce message, il allait le confier à son nouvel ami, son complice involontaire, le Golden Retriever au cœur d'or. Le premier message devait être un chef-d'œuvre de discrétion et de subtilité. Il ne pouvait pas s'agir d'un mot écrit, qui serait une preuve accablante s'il était découvert. Il devait être petit, facile à cacher, et surtout, son sens devait être obscur pour quiconque ne possédait pas la clé de déchiffrement. Luke passa des semaines à réfléchir à la nature de ce premier contact. Il décida d'utiliser un langage que lui et son ancien collègue, l'oncle de Sophie, partageaient, le langage des plans d'ingénierie. Il se procura un minuscule morceau de papier, pas plus grand que son ongle, en déchirant un coin d'une page de livre de la bibliothèque. Il avait besoin d'un outil pour écrire. Il utilisa une de ses propres dents, qu'il avait réussi à déceler et qu'il gardait cachée. En la frottant contre le béton, il en aiguisa la racine, créant une pointe fine et dure. Pour l'encre, il utilisa un mélange de suie, récupéré en brûlant discrètement un petit morceau de tissu et de sa propre salive. Avec ses outils primitifs, il dessina un symbole sur le minuscule morceau de papier. Ce n'était pas une lettre, ni un mot. C'était un diagramme de force, la représentation schématique d'une structure de pont en treillis, un type de pont sur lequel lui et l'oncle de Sophie avaient travaillé ensemble des années auparavant. C'était un message personnel, un souvenir partagé, une preuve de son identité que seul son ami pourrait reconnaître. Maintenant, il devait le cacher. Il avait déjà repéré la petite poche intérieure du harnais de Charlie. Mais il ne pouvait pas simplement y glisser le papier. Il fallait qu'il soit protégé de l'humidité et qu'il ne tombe pas. Il utilisa une technique qu'il avait apprise dans un livre sur l'espionnage. Il mâcha un morceau de pain jusqu'à obtenir une pâte collante.
Il enroula le minuscule message dans cette pâte, créant une petite boulette pas plus grosse qu'un grain de riz. Il la laissa sécher, et la boulette devint dure comme de la pierre, protégeant le message à l'intérieur. Le jour de l'envoi, son cœur battait à tout rompre. C'était le moment le plus dangereux de son plan jusqu'à présent. Il attendit que Charlie vienne le voir dans la cour. Le directeur Dubois était à proximité, discutant avec un gardien. Luc commença à caresser le chien, comme d'habitude, sa main descendant le long de son cou, de sa poitrine. D'un mouvement rapide et précis, un mouvement répété des centaines de fois dans sa tête, il glissa la minuscule boulette dans la poche intérieure du harnais. C'était fait. Il retira sa main et continua à caresser le chien, son visage un masque de calme. Personne n'avait rien vu. L'attente qui suivit fut une torture. Charlie quitta la cour avec le directeur 1 heure plus tard. Luc savait que le chien passerait probablement un moment au chenil avant de rentrer chez lui. Sophie le verrait-elle? Comprendrait-elle? Et si elle trouvait le message et le donnait au gardien? Il passa le reste de la journée et la nuit suivante dans une angoisse terrible. Chaque pas dans le couloir, chaque bruit de clé le faisait sursauter, s'attendant à ce que les gardiens viennent le chercher pour l'emmener à l'isolement. Le lendemain, lorsque Charlie arriva dans la cour, Luc sentit son estomac se nouer. Il s'approcha du chien, le cœur battant. Il commença à le caresser, sa main se dirigeant discrètement vers la poche du harnais. Il y glissa ses doigts. La poche était vide. Cela pouvait signifier deux choses. Soit Sophie avait trouvé le message et l'avait retiré. Soit la boulette était tombée. Il n'avait aucun moyen de savoir. Il devait attendre un signe. Le signe arriva 2 jours plus tard. Ce fut d'une subtilité qui le laissa admiratif de l'intelligence de Sophie. Alors que Charlie était dans la cour, Luc remarqua quelque chose de nouveau sur son harnais. Une minuscule égratignure sur la boucle en laiton de la sangle principale. Ce n'était pas une égratignure aléatoire. C'était une ligne. Une ligne parfaitement droite. Dans le langage des plans d'ingénierie, une ligne droite sous une structure signifie support. C'était la réponse. Je te soutiens. Un immense soulagement le submergea, si puissant qu'il faillit en avoir les larmes aux yeux. Il n'était plus seul. Il avait un complice. Le pont de communication, transporté par un chien innocent, était établi. La confirmation de l'alliance avec Sophie ouvrit un nouveau chapitre dans le plan d'évasion de Luc. Ils avaient un canal de communication, mais ils avaient besoin d'un langage. Un langage secret, silencieux et surtout indétectable. Les messages écrits étaient trop risqués. Ils devaient trouver un autre moyen de transmettre des informations complexes. Une fois de plus, Luc se tourna vers son passé d'ingénieur et sa connaissance des systèmes de codage. Il décida de créer un langage basé sur des objets et des symboles, un lexique de la conspiration. Le support de ce langage serait le harnais de Charlie. Le chien devint leur tableau noir, leur postier, leur machine énigma. La première chose qu'ils établirent fut un système de oui et de non. Luc utilisa un fil fin qu'il avait tiré de son uniforme. Il fit un petit nœud simple et discret sur l'une des sangles du harnais. C'était une question. Peux-tu me procurer des informations sur les rondes des gardiens? Le lendemain, le nœud avait disparu, et il y avait un nouveau nœud, un nœud en 8, sur une autre sangle. C'était un oui. S'il n'y avait pas eu de nœud, cela aurait signifié non. Ils avaient maintenant un moyen de poser des questions fermées. Mais ils avaient besoin de plus. Ils avaient besoin de transmettre des informations plus complexes, des dates, des heures, des noms, des outils. Luc commença à concevoir un système de codage basé sur de petits objets que Sophie pouvait se procurer et attacher discrètement au harnais. Chaque objet avait une signification. Un petit caillou blanc signifiait lundi. Un caillou noir, mardi. Un petit morceau de bois, mercredi. Le nombre de cailloux indiquait la semaine du mois. Ils pouvaient maintenant communiquer des dates. Pour les heures, ils utilisèrent un système basé sur la position. Un petit fil de couleur attaché sur la sangle supérieure du harnais signifiait 1 heure du matin. Sur la sangle inférieure, 1 heure de l'après-midi. La couleur du fil indiquait l'heure elle-même. Leur communication devint un dialogue lent et patient, un jeu d'échecs épistolaire où chaque coup prenait plusieurs jours. Luc envoyait une question sous la forme d'un nœud ou d'un symbole qu'il grattait sur une boucle. Sophie répondait en attachant un petit objet presque invisible. Elle cachait les objets avec une ingéniosité remarquable. Un petit éclat de verre coloré, représentant un gardien spécifique, était collé sous une sangle avec de la résine de pin. Un minuscule fil de fer, représentant un outil, était enroulé autour d'un rivet. Luc devait passer de longues minutes à lire le harnais de Charlie, ses doigts explorant chaque centimètre carré, à la recherche du dernier message.
C'était une tâche qui exigeait une concentration et une mémoire extraordinaires. Il ne pouvait prendre aucune note. Il devait tout mémoriser, le code, les messages reçus, les questions qu'il avait posées. Sa cellule devint une salle de cryptanalyse, son esprit le seul ordinateur. Grâce à ce système, il commença à rassembler les pièces du puzzle de son évasion. Sophie lui transmit des informations cruciales. Elle lui envoya des copies des plannings des gardiens, non pas sur papier, mais en utilisant un code de couleur sur des fils. Elle lui décrivit le système de verrouillage de la porte de la buanderie, en lui envoyant une série de petits morceaux de métal de différentes épaisseurs, représentant la séquence des goupilles de la serrure. Elle lui fit même passer une information capitale. Une nouvelle caméra de surveillance allait être installée dans le couloir principal, mais l'installation avait été retardée de 2 semaines. Cette information lui donna une fenêtre d'opportunité inespérée. Leur langage devint de plus en plus sophistiqué. Ils utilisèrent des codes basés sur les phases de la Lune, sur des constellations d'étoiles. Ils étaient 2 esprits ingénieux, séparés par des murs de béton, mais connectés par un fil invisible et la complicité d'un chien. Charlie, de son côté, était l'agent de liaison le plus heureux et le plus inconscient du monde. Pour lui, ces manipulations de son harnais n'étaient qu'une partie des jeux et des caresses de ses 2 humains préférés. Il transportait les secrets qui allaient briser les murs de la prison avec une joie et une innocence totale, sa queue remuant à chaque étape de la conspiration. Avec un plan qui commençait à prendre forme, Luc passa à la phase la plus dangereuse et la plus concrète de son projet, l'acquisition et la fabrication d'outils. Il savait qu'il ne pouvait pas compter sur Sophie pour lui faire passer une lime ou une scie. Les objets devaient être minuscules, anodins, capables de passer inaperçus même lors d'une inspection superficielle. La communication avec Sophie devint un dialogue d'ingénierie. Luc lui commandait des matériaux bruts, et elle les lui envoyait, pièce par pièce, via leur messager à 4 pattes. Sa première commande fut du fil. Pas n'importe quel fil. Il avait besoin de fils d'acier, fins mais incroyablement résistants. Il expliqua à Sophie, par une série de symboles complexes qu'il gratta sur la gamelle d'eau de Charlie, qu'il savait qu'elle nettoyait, de chercher le fil utilisé dans les brosses métalliques pour le nettoyage des chenilles. Quelques jours plus tard, il trouva, enroulé autour d'une des boucles inférieures du harnais, un fil d'acier de quelques centimètres de long. C'était le début de son arsenal. Il utilisa ce premier fil pour en obtenir d'autres. La nuit, il l'utilisa comme une micro-scie pour couper patiemment le fil de fer d'un vieux balai dans l'atelier. Le travail prit des semaines, chaque coup de scie produisant un son à peine audible qu'il devait masquer par une toux ou un mouvement. Il assembla ainsi plusieurs morceaux de fil de différentes épaisseurs. Il avait maintenant de quoi fabriquer ses outils de crochetage. Il utilisa le sol en béton de sa cellule comme une meule. Nuit après nuit, il frottait les extrémités de ses fils de fer contre le béton, les façonnant, leur donnant la forme de crochets, de râteaux, de tenseurs. C'était un travail d'une précision et d'une patience infinie. Ses doigts étaient à vif, mais il ne s'arrêta pas. Il avait besoin d'une lame. Il demanda à Sophie de lui envoyer des éclats de silex, qu'il savait qu'on pouvait trouver dans le champ derrière la prison. Elle les cacha dans la boue séchée sur les pattes de Charlie. Luc utilisa ces éclats pour fabriquer un petit couteau, en fixant la pierre à un manche en bois qu'il avait sculpté dans un pied de sa chaise. Il avait maintenant de quoi couper des cordes ou du tissu. Il avait besoin d'une clé. Il étudia la serrure de sa cellule, une vieille serrure mécanique. Il en mémorisa la forme. Il transmit les dimensions à Sophie en utilisant un code basé sur la longueur de petits morceaux de paille. Elle lui envoya, pièce par pièce, les composants d'une clé brute, dissimulée dans des boulettes de nourriture que Charlie oubliait près de Luc. Luc assembla les pièces et passa des semaines à limer la clé avec un de ses petits outils en fil de fer, jusqu'à ce qu'elle corresponde parfaitement à la serrure. Chaque outil était une petite victoire, un pas de plus vers la liberté. Il devait les cacher avec une ingéniosité extrême. Il creusa une petite cavité dans un des pieds de son lit en métal, qu'il rebouchait avec un mélange de savon et de poussière. Il cacha sa clé dans la reliure d'un livre épais. Il vivait dans la peur constante d'une fouille de cellules, d'une découverte qui anéantirait des mois de travail. L'assemblage n'était pas seulement physique. Il était aussi mental. Il passait ses journées à planifier, à visualiser chaque étape de son évasion. Il créa une carte mentale des couloirs, des postes de garde, des horaires. Il s'entraîna physiquement, faisant des exercices dans sa cellule pour maintenir sa force et son agilité. Il était en train de s'assembler lui-même, de se transformer d'un prisonnier passif en un instrument d'évasion. Et Charlie était le rouage central de cette machine silencieuse. Le chien, toujours aussi joyeux et inconscient, continuait ses allers-retours, transportant les pièces du puzzle. Il apportait un fil de fer, et repartait avec une demande pour un plan du système de ventilation. Il apportait un éclat de silex, et repartait avec une question sur la fréquence des patrouilles nocturnes.
Il était le sang qui circulait dans les veines de la conspiration, un flux de vie et d'espoir entre les deux ingénieurs de l'évasion. Alors que son arsenal d'outils et d'informations grandissait, Luc comprit qu'il lui manquait un élément crucial, un élément que Sophie ne pourrait jamais lui fournir, la confiance, ou du moins l'inattention, de ses geôliers. Pour que son plan réussisse, il devait devenir invisible, non pas en se cachant, mais en étant si visiblement inoffensif qu'on ne le regarderait plus vraiment. Il devait devenir un modèle de prisonnier. Cette nouvelle phase de son plan était une performance d'acteur, un rôle qu'il allait jouer avec la même méticulosité que le reste de son projet. Il commença par changer subtilement son comportement. L'homme silencieux et distant devint un peu plus ouvert. Il commença à saluer les gardiens le matin, à échanger quelques banalités sur le temps qu'il faisait. Il se porta volontaire pour les corvées les plus ingrates, nettoyant les douches, balayant les couloirs, sans jamais se plaindre. À l'atelier, il augmenta sa productivité, devenant l'un des travailleurs les plus efficaces. Il utilisa son amitié avec Charlie comme la pièce maîtresse de sa performance. Leur lien, qui avait commencé comme un calcul, était devenu, au fil des mois, quelque chose de plus authentique. Luc s'était réellement attaché à l'animal. Et cette affection sincère était impossible à feindre, et donc incroyablement convaincante. Il devint l'homme du chien. Les autres détenus, et surtout les gardiens, le voyaient comme un homme que la bonté d'un animal avait racheté. Le directeur Dubois, en particulier, était fier de cette réussite. Il voyait en Luc la preuve vivante du succès de son programme de thérapie. Il commença à lui accorder une confiance de plus en plus grande. Il autorisa Luc à s'occuper de Charlie pendant de plus longues périodes. Parfois, lorsque le directeur était en réunion, il laissait le chien sous la surveillance de Luc dans la cour. Ces moments étaient des cadeaux du ciel pour le conspirateur. Il lui donnait le temps et l'intimité nécessaires pour examiner le harnais, pour attacher ou détacher des messages et des outils sans être observé. Son rôle de prisonnier modèle lui donna également accès à des zones de la prison qui lui étaient auparavant interdites. En se portant volontaire pour aider l'équipe de maintenance, il put se déplacer dans les couloirs de service, prétextant de devoir nettoyer, et en profita pour vérifier les itinéraires de sa carte mentale, pour repérer les caméras, les détecteurs de mouvement. Il devint une source de calme et de stabilité dans son bloc cellulaire. Il utilisait son intelligence pour apaiser les conflits entre les détenus, pour aider les plus jeunes à lire ou à écrire des lettres. Il était devenu un leader respecté, un vieux sage. Les gardiens, le voyant comme un allié pour maintenir l'ordre, relâchèrent leur surveillance à son égard. Il était devenu un meuble, une partie du décor. Personne ne se méfiait plus du vieil ingénieur, tranquille qui passait son temps à lire et à jouer avec le chien du directeur. Cette performance dura près d'1 an. C'était un exercice de patience et de contrôle de soi extrême. Chaque jour, il devait jouer son rôle, cacher sa véritable intention derrière un masque de résignation et de rédemption. Chaque interaction était un calcul. Chaque mot était pesé. Il se sentait parfois comme un acteur sur une scène, jouant la plus longue et la plus importante pièce de sa vie. Mais il savait que chaque jour qui passait, chaque parcelle de confiance qu'il gagnait, était une brique de plus dans son chemin vers la liberté. Il utilisait la psychologie de ses geôliers contre eux. Leur désir de croire en la réhabilitation, leur besoin de voir des succès pour justifier leur propre travail, étaient devenus ses plus grands alliés. Il avait transformé la confiance du geôlier en la clé la plus importante de sa prison. La date de l'évasion avait été fixée des mois à l'avance, communiquée à Sophie par une série complexe de petits cailloux de différentes couleurs. Ce serait une nuit de fin d'été, une nuit sans lune, pendant une période de rotation du personnel où il savait que les gardiens les plus expérimentés seraient en congé. Toutes les pièces étaient en place. La clé de sa cellule était prête, testée des dizaines de fois dans le secret de la nuit. Le barreau de sa fenêtre, qu'il avait patiemment scié avec son fil d'acier et recollé avec de la mie de pain et de la poussière, était prêt à être retiré. Son itinéraire était mémorisé à la seconde près. La nuit de l'évasion, une tension électrique semblait parcourir le corps de Luc. Il effectua sa routine du soir comme d'habitude, mais chaque geste était empreint d'une signification particulière. C'était la dernière fois qu'il mangerait ce repas insipide. La dernière fois qu'il dormirait sur cette couchette inconfortable. Il attendit jusqu'à 2 heures du matin, le moment le plus calme de la nuit, le creux de la vague entre 2 rondes de gardiens. Il se mit au travail. Il utilisa sa clé pour ouvrir sa cellule. Le clic de la serrure qui cède lui parut assourdissant dans le silence. Il se glissa dans le couloir, refermant la porte derrière lui. Il se déplaça en silence, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur le sol en béton. Il suivit son itinéraire mémorisé, se déplaçant dans l'ombre, utilisant les angles morts des caméras qu'il connaissait par cœur. Il arriva devant la porte de la buanderie. Il utilisa ses outils de crochetage pour ouvrir la serrure, un processus qui lui prit moins d'1 minute. Il était à l'intérieur.
Il se dirigea vers la grande fenêtre qui donnait sur le mur d'enceinte. C'est là que le dernier message de Sophie entrait en jeu. Elle lui avait dit qu'elle laisserait une corde près du mur extérieur, cachée dans un buisson. Il retira le barreau de la fenêtre. Il passa à travers l'ouverture et se retrouva sur un étroit rebord, à 10 mètres du sol. Il regarda en bas. Et il vit que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas de corde. Son cœur se serra. Avait-elle eu un problème? Avait-elle été découverte? Son plan était-il en train de s'effondrer au dernier moment? Il était sur le point de paniquer. Mais il se força à rester calme, à analyser. Il se souvint du dernier message de Sophie. Un petit morceau d'écorce avec 3 petites entailles. 3. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Il regarda autour de lui. Il y avait 3 grands projecteurs qui illuminaient le mur d'enceinte. Il comprit. C'était une instruction. Le 3e projecteur. Il regarda le 3e projecteur. Il y avait un boîtier de maintenance juste en dessous. Il se déplaça le long du rebord, un mouvement périlleux dans l'obscurité. Il atteignit le boîtier. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une corde enroulée. Sophie n'avait pas pu la laisser au sol, c'était trop risqué. Elle l'avait cachée là. Il attacha la corde à un solide conduit et commença sa descente le long du mur. Il atteignit le sol. Il était dehors. Il était libre. Il courut vers la forêt qui bordait la prison, son cœur battant la chamade. Il trouva Sophie qui l'attendait, cachée derrière un arbre, son visage pâle d'anxiété. Ils n'échangèrent pas un mot. Ils se prirent simplement dans les bras. Puis, ils disparurent dans la nuit. L'évasion de Luc Moreau fut une énigme pour l'administration pénitentiaire. Sa cellule était fermée à clé. Le barreau de sa fenêtre avait été remis en place, si parfaitement qu'il fallut des jours pour que les enquêteurs découvrent la supercherie. Il n'y avait aucune trace d'effraction, aucune explication logique. L'enquête conclut à une complicité interne, mais ils ne trouvèrent jamais de preuves contre la jeune femme discrète qui travaillait au chenil et qui démissionna une semaine plus tard. Pendant ce temps, Luc et Sophie étaient déjà loin, cachés dans un refuge de montagne que l'oncle de Sophie avait préparé. Ils passèrent plusieurs semaines là, laissant le temps à la chasse à l'homme de se calmer. Mais avant de disparaître pour de bon, de commencer une nouvelle vie sous de nouvelles identités, Luc savait qu'il avait une dernière chose à faire. Une chose qui n'avait rien à voir avec la logique ou la survie. Une chose qui venait du cœur. Il devait dire au revoir à Charlie. C'était une folie, un risque insensé. Mais il ne pouvait pas partir sans cela. Il retourna une nuit aux abords de la prison, seul. Il se cacha dans les bois qui bordaient la propriété du directeur du bois. Il attendit. Vers 10 heures du soir, comme chaque soir, le directeur sortit pour une dernière promenade avec son chien avant de se coucher. Luc attendit qu'il s'éloigne de la maison. Puis, il émit un sifflement. Un sifflement très particulier, une note qu'il avait utilisée des centaines de fois pour appeler le chien. Charlie s'arrêta net, ses oreilles se dressant. Il se retourna et, malgré les appels de son maître, il se mit à courir en direction de la forêt. Il trouva Luc et lui sauta dessus, le couvrant de l'échouille, fou de joie de retrouver son ami. Luc le serra dans ses bras, enfouissant son visage dans la fourrure dorée du chien. Pour la première fois, son affection pour l'animal n'était pas calculée. Elle était pure, sincère. « Merci, mon ami, murmura-t-il à l'oreille du chien. Tu m'as sauvé la vie. » Il resta avec le chien pendant quelques minutes, le caressant, lui parlant doucement. Puis, il sortit de sa poche un petit objet qu'il avait passé des jours à sculpter. C'était une petite figurine en bois, une représentation grossière mais reconnaissable d'un chien. Il l'attacha au collier de Charlie. Ce n'était pas un message codé. C'était un cadeau. Un souvenir. Il entendit le directeur qui s'approchait, appelant son chien. « Va-t'en, maintenant, dit Luc au chien. Retourne. » Le chien hésita, puis, avec un dernier coup de langue, il fit demi-tour et retourna vers son maître. Luc le regarda partir, un sentiment de tristesse et de gratitude le submergeant. Il se retourna et disparut dans la nuit, pour de bon cette fois. Le directeur du bois, en rattachant la laisse de Charlie, remarqua le petit objet en bois. Il le détacha et l'examina à la lumière de sa lampe de poche. Il ne comprit pas ce que c'était, ni d'où cela venait. Mais il vit l'artisanat, la patience, le soin qui avait été mis dans sa création. Et peut-être, juste peut-être, il comprit que c'était un message silencieux de la part de l'homme qui avait été son prisonnier et qui était maintenant libre.